Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1, on va parler d'une info qui va forcément faire parler, qui va provoquer le débat, qui va lancer le débat avec le retour d'Alonso. Depuis quelques jours, je vous l'ai dit dans la vidéo F2, depuis hier, les médias espagnols parlaient de cette information-là comme quoi Alonso reviendrait. Faut toujours se méfier avec les infos des journaux espagnols parce que déjà, la vérification des sources, c'est pas toujours le cas en Espagne. Et puis deuxièmement, ils roulent tout le temps pour Fernando Alonso, voire Fernando Alonso des fois leur dit de dire telle ou telle chose, surtout le journal du Real de Madrid qui parle énormément, donc c'est Marca. Je crois, j'ai toujours un doute entre le journal qui est pour Barcelone et le journal qui est pour Real, entre AS et Marca. Mais je sais qu'il y a un des deux journaux, qui est pro Alonso, donc faut jamais se fier à ces informations-là. Donc c'est vrai que quand des journalistes espagnols disent Alonso a un contrat pour l'année prochaine chez Renault, fallait se méfier. L'information a été confirmée par Cyril Abiteboul lui-même et par un communiqué de chez Renault, en sachant que Cyril Abiteboul faisait partie des rares directeurs sportifs qui étaient revenus à l'usine pour entre les deux grands prix d'Autriche. Donc ça laissait quand même penser que Alonso pourrait y revenir. Alonso donc de retour chez Renault en 2021, on n'a pas la durée du contrat, il semblerait que ça soit un contrat pour plus d'une année, donc 2 ou 3 ans, je pense pas au-delà. Je rappelle que Alonso a quand même 39 ans, donc ce qui commence à être un petit peu âgé pour un pilote de Formule 1. Si vous avez vu la miniature, vous avez bien compris que pour moi c'est une fausse bonne idée, une FBI. Je vais vous dire pourquoi. Alors c'est son 3e passage chez Renault, il arrive en 2002 chez Renault grâce à Flavio Briatore qui est son manager depuis très très longtemps, vu que Flavio Briatore lui avait permis de piloter la Minardi en 2001 après une carrière chez les jeunes où il avait été pas mauvais en kart, et puis après dans les formules de promotion c'était pas non plus exceptionnel. Il avait remporté le Grand Prix de Spa en F3000 avant d'arriver chez Minardi. Chez Minardi, domine Tasso Marquez sans forcément non plus avoir une voiture exceptionnelle. Et puis il se retrouve donc pilote d'essai chez Renault en 2002. Il faut savoir que chez Renault en 2002 vous avez Jenson Button et il y a un autre Trulli déjà qui était là. Jenson Button part fin 2002 pour rejoindre Barr en 2003, l'équipe avec laquelle il sera champion du monde, parce que Braun c'est en fait Barr, pour ceux qui ne sauraient pas. Et puis Alonso, lui sera champion du monde en 2005, il remportera son premier Grand Prix en 2003, première pole position également en 2003. Plus jeune poleman à ce moment-là, plus jeune vainqueur d'un Grand Prix également. Je rappelle qu'il remporte le Grand Prix de Hongrie en mettant un tour à Michael Schumacher. C'est comme ça qu'on découvre qu'il y a un petit talent chez ce petit bonhomme d'1m64, d'1m65, né à Oviedo en Espagne. Et puis donc champion du monde en 2005 et 2006, plus jeune double champion du monde à l'époque, plus jeune champion du monde aussi. Tout ça, ça sera battu par Sebastian Vettel. Et puis, il rejoint McLaren pour une seule saison en 2007. Relation avec Lewis Hamilton très compliquée. Puis il retrouve donc Renault en 2008 et 2009. Il y aura la fameuse affaire du Crashgate en 2008. 2009, ça sera une saison extrêmement compliquée pour Renault. L'après Flavio Briatore qui est pas facile à gérer. Ensuite, il a quitté la F1 depuis 2 ans. Il va rejoindre ensuite Ferrari. Ça va pas très bien se passer chez Ferrari au bout de 4 ans. Puis il rejoint McLaren et ça se passe pas non plus très bien sur la fin, surtout lors de la période avec le moteur Honda. Depuis 2009, son dernier passage, Renault a quand même pas mal changé. L'histoire de Renault, au départ, s'est créée avec Flavio Briatore. Du retour de Renault en 2002, ça s'est créé avec Flavio Briatore et l'équipe Benetton. Ça change pas mal quand même après le Crashgate en 2008. Briatore part. La direction de l'équipe est un peu floue à ce moment-là. Il y a pas mal de gens qui passent à la tête de Renault. Puis Renault décide de se désengager de l'équipe qui devient Lotus F1 avec Romain Grosjean par exemple. Et puis vous avez le retour de Renault en 2015 et depuis une bonne saison, et puis il y a des hauts et puis des très bas chez Renault depuis quelques temps quand même. C'est dirigé désormais par Cyril Abiteboul, donc le Renault d'aujourd'hui n'est pas du tout le Renault qu'il a quitté en 2009.
et le Renault qu'il a connu lors de son titre de champion du monde. Ce sont des équipes bien différentes, même si c'est la même usine à Enstone, même s'il y a du personnel qui est forcément commun à ces différentes aventures, c'est très différent. Donc c'est déjà un premier problème, c'est-à-dire que le Renault qu'il a connu est un Renault qui est un peu différent. Les F1 également ont changé quand même, la manière de gérer les pneus ça a un peu changé en 2 ans. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, donc il va falloir qu'ils s'adaptent à tout ça. La voiture, la Renault est quand même pas une voiture non plus facile à conduire, on reviendra là-dessus dans la suite de la vidéo. De toute manière, 39 ans pour Fernando Alonso, pas simple un comeback en Formule 1. Dans tous les sports, de toute manière, c'est pas facile un comeback, mais en F1, je crois que ça fait partie des disciplines où on a eu le plus de flops, à part Niki Lauda, qui, je rappelle, Niki Lauda quitte Brabham dans une période où chez Brabham, il n'est pas content de ce que lui a promis Bernie Ecclestone et ça s'engueule énormément. Et puis la F1 le lasse, il décide de monter sa première compagnie aérienne. Parce que à ce moment-là, Brabham doit avoir le moteur Alfa Romeo et puis ça se passe pas bien avec le moteur Alfa Romeo. Donc les relations s'arrêtent, je crois que c'est fin 79, parce qu'il finit pas la saison 79. Et vous avez Prost. Mais déjà avec Prost, c'est une année sabbatique et c'est même pas vraiment une année sabbatique. Parce qu'il roule chez Ligier pendant quasiment tout l'hiver entre 91 et 92, parce qu'il y a un moment où on se dit qu'il va peut-être rejoindre Ligier, et ensuite il roule chez McLaren et il va rouler chez Williams. Dès qu'il est annoncé chez Williams, il roule avec la voiture pendant énormément de temps. Donc en fait, il n'est pas resté quasiment à l'arrêt. Il a tout le temps piloté une F1 pendant cette période. C'est la différence avec Alonso. Alonso, il a touché une fois une F1 sur les 2 dernières années. Et à l'époque, du côté de Alain Prost et Niki Lauda, on faisait énormément d'essais privés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'année prochaine, Alonso, il aura 6 jours d'essais privés, et donc même pas 6 jours, parce qu'Ocon en aura 3, donc il aura 3 jours d'essais privés, c'est-à-dire pas beaucoup de kilométrage pour Fernando Alonso pour se remettre dans le bain, en sachant que c'est pas non plus le plus grand fan des simulateurs. Alors il roule dedans, mais pour un pilote de 39 ans, il est plutôt à l'aise avec le simulateur. Mais par rapport à un Esteban Ocon, c'est beaucoup moins le cas, et même par rapport à un Verstappen ou Lando Norris, il faut l'avoir en tête également. Un troisième pilote aussi, Raikkonen n'a pas trop mal réussi son retour après, mais Raikkonen n'était pas à l'arrêt non plus, il avait roulé... comme Alonso, Raikkonen a roulé dans d'autres disciplines. Lui, il avait fait du rallye, Alonso lui a fait du rallye raid et puis de l'endurance. Malgré tout, pour Raikkonen, le retour il avait eu pas mal de travail, je me souviens, en essai privé. Et puis, certes, chez Lotus, ça s'était pas trop mal passé, mais chez Ferrari, le niveau était bien inférieur à son premier passage chez Ferrari. Donc, faut bien avoir ça en tête. D'autres cas qui, là, se sont complètement plantés. On a Alan Jones, qui a tenté 2 comebacks, ça a été une foire totale. Michael Schumacher, bien entendu, pour ceux qui s'en souviennent, chez Mercedes. Jacques Villeneuve, qui avait connu également une période d'inactivité, qui était revenu chez Sauber. Ça n'avait pas été top non plus du côté de Jacques Villeneuve. Nigel Mansell, qui je crois est le plus gros fiasco de tous les temps chez McLaren, Mercedes en 95. Je crois que c'est 2 grands prix ou 3 grands prix et il se fait virer. De toute manière, il était en retrait par rapport à Mika Häkkinen. Vous avez Zanardi également, Zanardi qui est en ce moment, on se demande si, on s'inquiète énormément pour son état parce qu'il a eu un accident, pour ceux qui ne sauraient pas, lors d'une course de vélo. Alex Zanardi, il était revenu en F1 après une période en kart, après son titre en kart en 98, il était revenu en 99, ça s'était très très mal passé chez Williams. Esteban Gutiérrez aussi, qui a eu une année d'inactivité. J'ai raté par contre Nicole Kemberg, qui avait, c'est vrai, fait 1 an sans F1 et qui était revenu, que ça s'était plutôt bien passé. Et puis vous avez Kubica aussi, où ça s'est pas extrêmement bien passé. Donc le comeback en Formule 1, c'est pas facile. Troisièmement ou quatrièmement, je ne sais plus où on en est, Alonso, pour Renault, pour un projet d'avenir, c'est pas forcément le pilote que j'aurais choisi. On a Ocon d'un côté qui représente la jeunesse. C'est vrai que Alonso, tu mises pas un projet d'avenir sur lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a
qui a maintenant 39 ans, donc qui est un pilote qui est plutôt âgé. Et puis, ça reste quand même un pilote voilà, qui a un certain âge. C'est pas forcément facile. C'est-à-dire que dans 3 ans, il aura quand même 42 ans, voire 43 ans. Là, on sera sur sa fin de carrière en F1 parce que physiquement, il pourra plus suivre. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est pas un projet d'avenir parce que chez Renault, il y avait des pilotes qui représentaient un peu plus ce projet d'avenir. Je pense par exemple à Gumanziu, le pilote de la filière de l'académie. Gumanziu, c'est un pilote qui représente cet avenir. Mais le problème de Gumanziu comme de Christian Lundgaard, c'est qu'ils n'ont pas la super licence aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il aurait fallu attendre très tardivement. Eux, ils ont été vraiment emmerdés par le Covid-19 parce qu'il aurait fallu attendre tardivement pour savoir s'ils pouvaient arriver en Formule 1. Mais c'est vrai que j'aurais plus misé sur eux ou sur un Alex Albon ou un Pierre Gasly. Parce que chez Red Bull, il commence à y avoir beaucoup de très bons pilotes et pas forcément beaucoup de place dans les top teams. Et Alex Albon a le potentiel, Pierre Gasly aussi. Ça aurait fait en plus avec Ocon un duo de pilotes français. Donc ça aurait été peut-être bien de faire ce genre de choses. Donc pas un projet d'avenir. C'est intéressant pour la communication quand même, Fernando Alonso, parce que là vous voyez, je fais une vidéo dessus. Tout le monde en parle sur Twitter, c'était dans le top tweet en France. C'était dans les 5 tweets, dans les 5 top tweets à midi et demi, 13h quand ça arrivé. Donc ça fait parler les gens, ça fait discuter les gens. Donc ça c'est bon en termes de communication. C'est bon également pour vendre des voitures en Espagne, même si l'Espagne n'est plus forcément le marché le plus porteur au niveau de l'automobile. Mais je rappelle que Renault est un constructeur généraliste, donc forcément Renault a besoin également de vendre des voitures un peu partout. Ils ont des usines également en Espagne, donc forcément... ça va peut-être aider pour les ouvriers en Espagne ce genre d'arrivée, ce genre d'événement, mais ça reste quelque chose de pas forcément facile du côté. C'est bon pour la com, mais c'est pas non plus essentiel la communication en Formule 1. Et je rappelle, pour finir, et c'est pour ça que pour moi ça va être compliqué, c'est que certes Ocon a envie d'avoir Alonso. Mais c'est pas la première fois qu'un pilote a envie d'avoir. Et il est fan d'Alonso Ocon, hein, mais c'est pas la première fois qu'un pilote a envie de travailler avec son fan attitré ou son idole de jeunesse. Là, je vais y arriver. C'était le cas de Jean Alesi. Jean Alesi en Ferrari, il arrive en Ferrari en 91 parce qu'il veut travailler avec Alain Prost. Sauf que, en 91. Prost et Alesi, ça se passe pas hyper bien dans l'équipe, certes avec une voiture qui était vraiment très mauvaise. La Ferrari était vraiment pas bonne et ça nous amènera jusqu'à l'arrivée de Jean Todt à la moitié de l'année 93. Mais ça s'était pas hyper bien passé non plus. Par contre, Mika Häkkinen avec Senna chez McLaren, ça avait plutôt bien matché quand Mika Häkkinen était pilote d'essai. Ça s'était plutôt bien passé aussi avec Olivier Panis, avec Mika Häkkinen, à la fin des années 90 quand il était devenu pilote d'essai. Du côté de Ocon, c'est bien de travailler avec son idole de jeunesse, mais parfois ça peut être difficile. Et Prost et Alesi, je parle même pas de la période Prost Grand Prix, où là... je rappelle que Prost avait dégagé en milieu de saison. Il avait rejoint l'équipe Jordan en 2001, où il avait fini sa carrière chez Jordan, parce que à l'ambiance avec Prost, ça ne passait plus du tout. Et puis Ocon, Alonso, ça va pas être facile de savoir qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, parce que Ocon, c'est quand même un pilote qui est un peu un bore-back, quoi. C'est-à-dire que c'est un pilote qui est très accrocheur, qui, je pense, pourrait manipuler les gens dans l'équipe pour avoir des pièces pour lui. Enfin, c'est un pilote qui, je pense, est très intelligent, Ocon, mais en même temps a du caractère. On s'en souvient avec Sergio Pérez. Il a déjà connu la période avec Sergio Pérez où c'était pas foncièrement le numéro 1, un moment dans l'équipe chez Racing Point. Ocon, il veut être le numéro 1 chez Renault. Donc il va y avoir une vraie guerre entre les deux pilotes. Moi, j'aurais peut-être choisi plutôt un Romain Grosjean, un pilote qu'on sait qui est moins fort, mais qui est capable de faire des bonnes performances, mais de vraiment dire, toi t'es numéro 1, toi t'es numéro 2. Après, Ocon, en plus, c'est difficile de lui mettre Alonso dans les pattes, parce que pour l'instant, il n'a pas encore fait ses preuves, non plus avec la nouvelle voiture, et on attend de lui qu'il améliore un petit peu ses performances du Grand Prix d'Autriche. Et puis on va finir avec ça, c'est qu'Alonso, c'est un peu Attila quand même dans les équipes de F1. Chez Renault, il a un peu détruit Renault quand même
en 2009. Bon, il avait déjà bien sacrifié. Quand il part de McLaren en 2007, tout le monde s'engueule chez McLaren. Ron Dennis, Hamilton, tout le monde s'engueule et Ron Dennis a ramé pour retrouver un petit peu d'équilibre dans son équipe. Fin 2009 chez Renault, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en 2009, je me souviens, chez Renault, il démonte tout le monde chez Renault. Et ce qui sera un petit peu l'élément qui engendrera la fin de Renault F1 en 2011, parce qu'il s'engueulait tout le temps, très clairement, avec tout le monde. Et même Kubica aura du mal à retrouver une ambiance sereine, alors que Kubica, à ce moment-là, était au top de sa forme. Et puis, faut pas oublier non plus la période Ferrari, où ça s'est très très mal passé chez Ferrari, pareil chez McLaren. C'est un meneur d'hommes, mais il est hyper exigeant avec ses équipes. Ça veut dire qu'il attend toujours d'avoir le meilleur matériel possible. De ce côté-là, il me fait énormément penser à Ayrton Senna ou Alain Prost même, qui, Alain Prost chez Ferrari, demandait toujours le meilleur. Il était jamais content. Pareil pour Senna, les 2 dernières années chez McLaren Honda, où il était hyper exigeant avec son matériel, il demandait toujours plus au moteur Honda, et c'est pour ça qu'il n'avait pas voulu signer un contrat début 93, parce que Ron Dennis n'avait pas réussi à récupérer le moteur Renault, et qu'il avait récupéré qu'un Ford, et en plus un Ford de seconde main, donc c'était... il signait des contrats course par course au départ. Ça avait été assez compliqué pour Ron Dennis. Là, c'est vrai que Alonso, j'espère que la Renault sera compétitive dès les premiers Grands Prix l'année prochaine, parce que sinon, vous allez très vite avec une crise chez Alonso. Et c'est vrai que c'est un pilote qui est pas simple à gérer. C'est pas le pilote le plus facile à gérer. Et puis du côté de l'Espagne, ça je disais que c'était un bon coup pour la com, cette vidéo un petit peu bordélique. Mais en même temps, aujourd'hui en Espagne, vous avez déjà un pilote de F1, c'est Carlos Sainz Jr., qui fait vraiment des très belles prestations, que l'année prochaine il sera chez Ferrari. Donc ça sera pas facile du côté de chez Renault. Pour vous dire, j'ai même vu... du côté de Carlos Sainz, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'Espagne roule pour Carlos Sainz du côté des chaînes de télévision, parce que j'ai regardé la course de F2 sur la chaîne Movistar en streaming. C'est pas bien le streaming. Et je peux vous dire qu'ils font des reportages à tout va sur Carlos Sainz, là en ce moment sur Movistar, parce que dimanche j'ai regardé la F2, la F3 sur Movistar, et je peux vous dire que c'est vraiment gros travail pour mettre en valeur Carlos Sainz et pour parler de sa carrière, pour dire que c'est un énorme travailleur. Il y avait même Helmut Marko qui parlait dans ce reportage. Il y avait Jean-Éric Vergne qui parlait également dans ce reportage. Donc il y avait... Voilà, ils avaient été chercher ses coéquipiers et qui disaient tous du bien de Carlos Sainz Junior, que c'était un gros travailleur et ce genre de choses. Donc c'est sûr qu'Alonso, même en termes de communication pour l'Espagne, il est plus essentiel à la Formule 1 en Espagne. Maintenant, il y a Carlos Sainz. Et il faudra qu'il soit très bon tout de suite, parce que sinon ça peut nous faire un Nigel Mansell en 95 chez McLaren Mercedes. C'était très très mal passé. C'est pour toutes ces raisons là, même si ça a été foutu de manière un petit peu bordélique, que je pense que Alonso chez Renault, c'est une mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ne sais plus si je viens de le dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour décrypter et débriefer le Grand Prix de Styrie, qui sera peut-être sous la pluie, le Grand Prix de Styrie. Et ça peut être intéressant. Je viens de regarder encore la chaîne météo. On nous annonce plutôt des conditions pluvieuses pour la course, mais les indices encore de sûreté au niveau de ces prévisions météo n'étaient pas encore excellentes. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre encore un petit peu. Mais voilà, on débriefera le Grand Prix de Styrie mardi prochain. Et puis il y aura la F2, la F3 comme cette semaine qui arriveront par la suite. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.